C'est une histoire politique méconnue, minoritaire et hétérogène, mais omniprésente depuis des décennies. C'est celle de l'autonomie des luttes sociales. S'organiser et combattre en refusant d'être représenté, de se conformer à la hiérarchie des partis et des syndicats. Elle trouve ses racines dans l'esprit libertaire qui émerge au XIXe siècle. L'expérience de la Commune de Paris en 1871, l'anarcho-syndicalisme qui porte un temps le mouvement ouvrier, en sont deux exemples. L'autonomie des luttes regroupe une constellation de tendances qui semblent dispersées et disjointes. Nous allons chercher à comprendre ce qui les relie entre elles. Aujourd'hui, c'est sans doute à Notre-Dame-des-Landes, à proximité de Nantes, que l'expérience la plus emblématique de l'autonomie des luttes se construit. Des habitants, paysans, écologistes radicaux et opposants à la logique du profit se fédèrent contre un projet d'aéroport sans leader ni parti. Le groupe Vinci, désigné pour sa construction et sa gestion, voit les 2000 hectares de cette ZAD, zone à défendre, occupés par 200 personnes qui ont résisté aux interventions des forces de l'ordre. Ça dure depuis plus de 3 ans maintenant, et puis dernièrement, les répressions. Les destructions de plusieurs lieux. Et donc la manif de réoccupation, il y a eu presque 40 000 personnes qui sont venues ce jour-là. Il y avait des maisons en dur qui ont été squattées, beaucoup de cabanes aussi en bois. Il y a eu un grand mouvement en fait de reconstruction partout sur la ZAD, et donc maintenant on est beaucoup plus nombreux qu'avant. Pour comprendre les mouvements anti-autoritaires et anticapitalistes qui s'expriment aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes, nous allons dérouler un fil historique qui nous fait remonter près de 50 ans en arrière, en décembre 1967. Décembre 1967. Les comités d'action lycéens se forment un peu partout en France, fonctionnant sans hiérarchie, de manière horizontale. Une émergence qui préfigure le grand bouleversement de mai 68. Les comités d'action lycéens, c'est une organisation de personnes, de groupes qui revendiquent la liberté d'expression, qui n'existe pas, qui manifestent contre le lycée caserne. Une petite partie sur les liens avec les professeurs, les expériences pédagogiques. En mai-juin 68, dans les lycées occupés, c'est plus des groupes de militants, c'est l'Assemblée générale qui se baptise Comité d'action lycéen. Le 22 mars 1968, sur les mêmes bases de contestation, des étudiants regroupés sous le nom de Mouvement du 22 mars occupent l'université de Nanterre. Cet acte de rébellion fait boule de neige, gagne les différentes universités, puis les usines et les bureaux, jusqu'à la grève générale du 13 mai, la plus importante du XXe siècle. Durant plus de 10 ans, les idées radicales des situationnistes, groupes révolutionnaires refusant la société de classe et la dictature du travail et des rapports marchands, ont fait leur chemin, jusqu'à irriguer l'esprit de mai. Mai 68 se déclenche, j'ai quand même déjà 24 ans, donc un petit passé politique déjà. On crée un groupe anarchiste. On ne se contente pas de se positionner contre les institutions, mais on fait aussi une critique de fond de qu'est-ce qui conforte ces institutions. En l'occurrence là, le rapport au savoir, le rapport à l'enseignement, ça se traduisait toujours par des actions et des pratiques sur l'université. Cette autonomie organisationnelle qu'on pouvait avoir, ces pratiques nouvelles qu'on a pu avoir à Nanterre, à mon avis, on les retrouve aussi dans mai 68 et aussi dans l'après-mai. C'est ce qu'on peut appeler les comités d'action. Il y a les comités d'action par quartier, mais il y a aussi des comités d'action sur des lieux de travail, dans des entreprises. Il y en avait des centaines, des milliers de comités d'action en France. Et c'est évidemment une émergence toute nouvelle en politique que les partis traditionnels ou les syndicats traditionnels sont incapables d'appréhender correctement, parce que au pire, ils sont vécus comme concurrentiels, et au mieux comme quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre et à saisir.
Les libertaires de mai 68, inspirés des situationnistes, revendiquent la démocratie directe, l'autogestion, l'hédonisme et le refus du principe d'autorité dans l'organisation sociale. Mai 68 voit s'affirmer d'autres courants révolutionnaires. Les trotskistes de la Ligue communiste, les maoïstes de la gauche prolétarienne et d'autres groupes croient en la prééminence du parti, organe centralisateur comptant sur l'activisme dévoué de leurs militants pour déclencher la révolution. Ils seront regroupés sous la dénomination de gauchistes. Les maoïstes, mais aussi les trotskistes sont tentés de prendre le pouvoir à l'intérieur des comités d'action. Cette tension qu'il pouvait y avoir entre la volonté de structurer les comités d'action avec une direction unique et d'autres qui voulaient maintenir un caractère, disons, plus pluraliste, plus fédéraliste. Quand des forces arrivent à phagocyter, à chapeauter un peu tout ça, c'est que le mouvement est en train de faiblir. Et c'est ce qui s'est passé. Fin juin 1968, l'élan révolutionnaire étudiant s'essouffle et n'est pas relayé par le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement concède la création de l'université de Vincennes en banlieue parisienne. Elle est expérimentale, plus libre, ouverte à tous, y compris aux travailleurs et aux non-bacheliers. Elle dispense un enseignement plus en phase avec le bouillonnement politique et social environnant. Rapidement, Vincennes devient un terreau pour la contestation. Un groupe anarchiste s'y développe et tente d'imposer l'attribution de bourses, la gratuité du restaurant universitaire et des transports en commun pour tous, par des actions violentes. C'est deux types de coques différents. T'en as un qui est fait avec de l'acide et de l'essence, et sur lequel tu plaques une pastille de chlorate de soude et de sucre, juste avant l'usage. En se cassant, l'acide et le chlorate s'allument et enflamment l'essence. Le deuxième, c'est une bouteille en plastique, et en amont on met un gros pétard sur le côté. La bouteille contient de l'essence et de l'huile, et le pétard, tu allumes le pétard et tu lances. Le pétard fait éclater la bouteille et l'allume en même temps. Autrement, on a aussi des grenades lacrymogènes récupérées sur les flics. Et puis quelques petites bombes, pas méchantes du tout. Enfin, disons que ça souffle beaucoup, quoi, c'est tout. On a fait aussi des essais, tu vois, des petits engins pas trop méchants. Et à la suite de ça, on a fait une espèce de recueil de feuilles qu'on a envoyé aux copains. C'est une série de schémas, un peu comme ça, tu vois, des petits engins qui peuvent servir, c'est tout, quoi. C'est les seules relations qu'on a avec les autres groupes pratiquement. Il n'y a pas de relation de hiérarchie, c'est uniquement des renseignements qu'on se passe ou de la coordination. Dans la fac, nous-mêmes, nous n'avons aucun impact, mais nous avons essayé d'organiser des groupes autonomes. Ça encore, c'est tombé à l'eau. Et maintenant, on tourne en rond. À Vincennes, surgit en 1970, pour partie du courant maoïste, un groupe de femmes pour qui la promesse de la révolution future ne suffit plus. Le mouvement de libération des femmes renvoie dos à dos la société française et les groupes gauchistes qui, chacun à leur façon, perpétuent la domination masculine. Dans le sillon du MLF, d'autres groupes informels et autonomes voient le jour. Un certain nombre de groupes ont émergé, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, les anciens taulards, Comité d'action des prisonniers, les psychiatrisés, le groupe Information Asile. La manifestation de ces luttes a entraîné une critique d'un certain prophétisme révolutionnaire qui s'articulait sur la mission historique du prolétariat. À la rentrée 1969, les trotskistes de la Ligue communiste, majoritairement présents au sein des comités d'action lycéens, profitent de leur affaiblissement pour transformer ce vaste réseau en outil de recrutement de leur parti. Les comités sont dissous et laissent place au cercle rouge. Mais si les trotskistes ont pris le pouvoir dans les lycées, les idées anti-autoritaires cherchent à s'exprimer à l'extérieur. Fin 1971, quelques amis du lycée de Sèvres en banlieue parisienne, après avoir fait leurs armes au sein de différents groupes gauchistes, entendent transformer leur vie et porter la contestation dans leur quotidien. 3 couples de bacheliers obtiennent de la mairie un bail précaire dans un vieil immeuble d'un quartier promis à la démolition. Ils sont rejoints par d'autres connaissances, occupant désormais des appartements sans droit ni titre. Et la rue des Caves devient la première expérience de squat. En quelques mois,
Toute la rue, quasiment, a été investie. On a été très vite, une quarantaine ou une cinquantaine. On a essayé de mener des vies un peu différentes. On avait fait un dortoir, une grande pièce dans laquelle on avait mis tous les lits. On mettait nos vêtements en commun, nos maigres moyens financiers. Au niveau des relations sexuelles, c'était aussi l'ouverture et le partage. On a peint les façades de couleur bariolée, on faisait des fêtes dans la rue, on vivait beaucoup dans la rue. On a été quelques-uns à créer une structure qu'on a appelée Groupe Révolutionnaire Seine, où on a hésité à basculer vers des formes d'engagement et d'action plus radicaux. On avait des réunions secrètes, on s'entraînait à la campagne, à la fabrication d'explosifs, peut-être en réaction à un constat un peu d'impuissance aussi, et des luttes de l'époque. Ça s'est dissous quelques mois plus tard. Oui. Pour moi, c'était un peu la fin de l'histoire avec le gauchisme, une page qui se tournait aussi. Les désirs d'émancipation et d'autonomie s'expriment surtout au sein de la jeunesse et des classes moyennes et supérieures. Exclus notoires de la société française, les immigrés effectuent les métiers les plus durs et sont écartés de la prospérité économique. Fin 1972, des étudiants et des travailleurs immigrés vont se réapproprier leur lutte au sein du mouvement des travailleurs arabes. Cette salle-là, ça nous a aidés parce que on se réunit de temps en temps ici pour voir nos camarades et pour pouvoir s'organiser. À l'époque, il y avait un développement de racisme. Ils attaquent les travailleurs immigrés maintenant quand ils partent au travail dans les arrêts de bus. Ils attaquent par exemple les cafés arabes, les hôtels arabes. On a compris qu'il n'y avait personne qui va nous défendre. Et bon, à partir de là, on a pris l'initiative à se défendre nous-mêmes. On met les tracts, on met les affiches, on colle partout, on fait des banderoles, on fait aussi des manifs spontanés. On a déclenché un mouvement d'une grève générale et ça fait peur. Le travail de partis politiques et les syndicats, dès qu'il y a un mouvement qui s'écrit autonome, parallèle, ça ne leur ferait pas plaisir. Tandis que la grève du mouvement des travailleurs arabes, mobilisant jusqu'à 45 000 personnes, témoigne de la vitalité des luttes autonomes, à partir de 1973, le gauchisme périclite. Les trotskistes de la Ligue communiste, rebaptisée Ligue communiste révolutionnaire, troquent une stratégie offensive contre la voie des urnes, et leur influence commence à décliner dans les milieux lycéens et étudiants. Quant aux dirigeants maoïstes, craignant que la gauche prolétarienne ne bascule dans la lutte armée, ils choisissent de dissoudre leur groupe habitué aux actions coup de poing. À la faveur de la déliquescence du gauchisme, l'influence de la radicalité des situationnistes qui avaient propulsé mai 68 revient. Dans ma vie de collégien, déjà, tous les ans, il y avait des réformes proposées par le gouvernement de l'époque. Ils se traduisent par des manifestations avec parfois des débordements, des gens qui refusent la présence syndicale, des gens qui ont une expression différente. Militants orphelins du maoïsme en mal d'action et jeunes en colère font de la violence une expression politique. À la même époque, la contestation prend des formes radicales en Italie, en Allemagne et en Espagne. En 1976, lors d'une mobilisation étudiante contre une réforme universitaire, les prémices d'un mouvement d'un nouveau genre sont clairement présentes. Déborder les manifestations devient désormais une constante. Il pouvait exister une mouvance de gens, reliés à rien, enfin pas organisés en tout cas, pas dans des collectifs, pas dans des mouvements, mais qui, sur des manifestations de rue, à un moment donné, se retrouvaient un peu plus nombreux que d'habitude. Une grande violence, une espèce de gens qui n'hésitaient pas à aller en première ligne sur les flics. Moi, ça m'a impressionné. Sur le pont Sully, ils ont bloqué les manifestants, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, d'enseignants et de lycéens, en attaquant les CRS qui barraient le boulevard Saint-Germain.
Vers 18h, ils s'attaquaient même aux organisateurs de la manifestation qui diffusaient des appels au calme de leurs camions sonos. L'autonomie n'est pas une idéologie, c'est un peu un moment charnière où des gens souhaitaient organiser un nouveau souffle, des nouvelles choses. Une opposition à ce que les syndicats proposent, une opposition à ce que les partis proposent, une opposition sur la police, sur le logement, sur le travail. Aujourd'hui, on nous a parqués dans un certain espace qui est fait de lois, qui est fait d'un consensus social, politique, etc., qu'on refuse, que par rapport à toutes ces lois, par rapport à ces niveaux de l'égalité, c'est sûr qu'on pratique l'offensive sur tous les fronts et qu'on ne veut plus maintenant pleurer des pétitions, les manifestations pour demander les miettes qu'on veut bien nous lâcher. On prend ce qu'on a envie de prendre. La spontanéité, c'est vraiment la base de ce mouvement. Nous, on refusait l'organisation de type que moi, par exemple, j'avais pu connaître, complètement hiérarchisée, pyramidale, tout ça. Il n'y a aucune démocratie. Je veux dire, pour que ça redescende à la base, il faut des mois. Là, il n'y avait pas de chef. On a dû commencer à quelques-uns et que des fois, on était 50, 100 ou même plus. On faisait de la politique ensemble, on faisait la fête ensemble, on pouvait habiter ensemble. Il y avait des jeunes des banlieues, il y avait des jeunes de Paris, il y avait des plus vieux. Il pouvait y avoir des profs, des étudiants. Beaucoup étaient en rupture de banc, ce qui est quand même ce qui les a réunis principalement. Il avait une forme d'humour qui était directement issue de l'humour situationniste de 68. Les slogans « ni trop tôt, ni trop tard, nitroglycérine ». À côté de ceux qui se revendiquent inorganisés, 3 cercles militants s'imposent. Ils ont en commun la notion d'autonomie comme préalable politique. Tout d'abord, la revue Camarades, fondée par quelques étudiants et intellectuels tenant d'un marxisme rénové. Elle entend rassembler les luttes éparses des chômeurs et des précaires, lycéens et étudiants, travailleurs immigrés et sans-papiers, femmes au foyer ou au travail. On arrive devant ce qui fut le local. Entre 76 et 78. C'est un mouvement qui, de toute façon, s'était formé un peu spontanément dans différentes directions, avec des tas de collectifs. La grève de la faim des sans-papiers, les collectifs des sans-papiers, les collectifs chômeurs, toutes ces formes de lutte, au fond, on les a inaugurées. J'ai l'impression de rencontrer un groupe militant plutôt très vivant, avec à la fois des débats très intello, et puis en même temps une assez forte tension sur les formes totalement spontanées et radicales de la lutte, l'intuition sur le rôle de la précarité, de la précarisation du travail, de la fin de la forme du travail garanti à vie, de l'emploi garanti à vie. C'était une intuition assez forte. On a essayé de la transformer en intuition politique. Ça a été moins heureux éventuellement, mais il y avait une perception d'un monde qui était en train de changer et non pas d'une sorte de permanence de la lutte de classe. C'est aussi dans ce cadre qu'il y aura une recherche de revendications ou d'objectifs politiques plus spécifiques aux chômeurs et aux précaires. Comme le revenu garanti, c'était la logique économique du capitaliste qui faisait que les gens étaient au chômage. Donc ils devaient payer ces périodes d'inactivité. C'était sa décision et sa logique qui conduisaient à ça. Et par ailleurs, on considérait que les périodes de non-travail, pour les précaires en particulier, n'étaient pas du temps non productif, hein, puisque d'abord ils continuaient à consommer, ils pouvaient éventuellement enrichir leur culture générale, voire faire de l'auto-formation ou de la formation. Deuxième groupe, Marge, qui rassemble des exclus de tout poil, délaissés par l'État. Anciens détenus, psychiatrisés, usagers de drogue, prostituées, homosexuels stigmatisés. Tous ont de bonnes raisons de contester le pouvoir, l'autorité et l'ordre moral. Le groupe, d'inspiration anarchiste, s'éloigne de la sphère purement économique pour s'intéresser aux désirs de l'individu. En 1977, il rejoint un mouvement autonome émergent et il est défini comme sa branche désirante. Une pensée marginale, mais qui devient un moteur d'énergie et de révolution pour s'infiltrer dans la société, la transformer, y amener l'amour et le politique. Quand on a dit on crée Marge, on a vu arriver des gens de partout. Je me sentais bien avec ce groupe-là de dingues, de marginaux, mais avec une pensée politique. C'était nous
qui devons le construire, ce monde-là, et qu'on ne devait pas attendre d'un État, d'institutions, qu'il fallait casser tout ça et nous retrouver l'humain en tant que force vivante et créatrice, quoi. Moi, je me suis prostituée aussi. Qu'est-ce qu'il vaut mieux pas choisir ce que tu as envie de faire, et si tu as envie de te prostituer, parce que là, tu es sûr que au moins tu es maître de ton cul, tu es maîtresse de ton cul et tu es maîtresse de ton temps, plutôt que d'aller te faire chier avec un patron. Faire prendre conscience aux femmes que dans leur boulot aujourd'hui, elles se prostituent. Des gens qui se suicident à leur boulot. Mais c'est hallucinant. Moi, je comprends pas ça. Moi, on se barre, on fait autre chose, tu vois, on va prendre les armes, on va tuer ton patron. Quand l'autonomie est arrivée, on s'est dit, ah bah tiens, voilà des gens qui se mettent à penser aussi comme nous. Troisième groupe, l'OCL, l'Organisation communiste libertaire, voit également sa branche parisienne rejoindre l'autonomie. Ces militants cherchent à renouer avec la pratique des comités d'action de mai 68 en fédérant les luttes de quartier, d'usines, d'entreprises et d'autres encore. L'orientation lutte de classe était pour moi importante. Libertaire, anti-parti, anti-léniniste. J'ai fait de la politique en tant que personne, et pas en tant que militant d'un parti qui me dépasse. Ces mouvements définissent leur perspective en fonction de leurs besoins et pas en fonction de ce que le parti a décidé. L'autonomie, ça se définit par rapport à des pratiques bien précises aujourd'hui. Ça peut être des travailleurs qui occupent leur usine, ça peut être également des gens qui squattent dans un quartier, ça peut être des gens qui choisissent de s'exprimer librement au travers d'une radio libre ou au travers d'un journal de contre-information sur une région. Mais ce sont des gens qui sont unis par une chose, c'est la lutte contre l'État. On peut penser que la violence, effectivement, va venir encore plus qu'avant au-devant des problèmes sociaux, dans les rapports sociaux. Les autonomes reprochaient à la Ligue communiste révolutionnaire de longs discours théoriques et peu d'action. Contrairement au groupe trotskiste, ils envisagent la violence contre les biens publics, la propriété, la police, la justice et leurs ennemis politiques comme un acte de militantisme, quitte à la fétichiser comme le moyen ultime. Il y avait toujours quelques actions spectaculaires qui étaient organisées. Donc il y a eu par exemple une assez grosse opération de sabotage des composteurs de métro sur pas mal de stations, des opérations sur les parcs-mètres, il y a eu des opérations pour aller manger gratuitement dans des restaurants universitaires, il y a des occupations, à l'époque ça devait être les assédiques, des descentes dans des magasins pour partir sans payer, etc. Si vous essayez d'organiser des niveaux de violence et de discussion avec les forces de l'ordre dans la rue, vous avez intérêt, et publiquement, à visage découvert, vous avez intérêt à être populaire et avoir un sérieux enracinement, sinon vous prenez une répression terrifiante dessus immédiatement. Beaucoup plus de perquisitions, beaucoup plus d'expulsions ou de descentes dans les squats, des dispositifs policiers plus importants sur les manifs, etc. Le mouvement s'est enlisé dans ce schéma que l'on connaissait trop bien, à savoir toute l'action du mouvement, entre guillemets, après était concentrée à la défense des militants emprisonnés, etc. Fin 1978 est annoncé un plan social d'envergure touchant les sites de la sidérurgie à Denain et Longwy, dans le nord-est de la France. Ce sont désormais des secteurs entiers de l'industrie qui sont sacrifiés, entraînant logiquement une lente destruction de la classe ouvrière. Devant une telle situation, le mouvement autonome français est en proie à ses propres contradictions, écartelé entre la défense du monde ouvrier et la détestation de la valeur travail. C'est pourtant la première et unique fois que l'autonomie fait véritablement cause commune avec un mouvement de travailleurs de grande ampleur. Des militants autonomes préparent à leur façon la marche parisienne du 23 mars 1979. Certains rencontrent des sidérurgistes qui acceptent l'idée d'un défilé commun. D'autres doivent profiter de la manifestation pour faire des hold-up. Une centaine d'interpellations préventives permet de mettre ces plans en échec, sans toutefois endiguer totalement la violence. Pour nous, à l'époque, c'était un peu mythifié, c'est-à-dire que c'était un peu la rencontre des précaires avec la classe ouvrière. Le 23 mars 1979, donc j'étais lycéen, j'avais 16 ans, dans ma cité,
les blousons noirs, tout le monde allait aller à la manif pour se battre contre les flics. On est arrivé à la manif, on est tombé sur le service d'ordre de la CGT, ils ont vu un drapeau noir, ils nous ont éclaté la gueule, on n'a même pas pu rentrer dans la manif. Je suis rentré chez moi. Tout au long de la manifestation, une violence organisée, conjointement entre les militants parisiens et les militants radicaux de Longwy, de Denain. La violence, elle est aussi le résultat d'un désespoir. Un feu final sur la place de l'Opéra. Moi, je me souviens des charges et contre-charges sur le boulevard. Du 23 mars ne peut donc accoucher qu'une lame de fond qui emporterait bientôt le système et l'État. La réalité est tout autre. Le mouvement est incapable de se construire de véritables perspectives et de se fédérer en force politique. De plus, l'autonomie ne sait guère faire autre chose que de déborder les mouvements sociaux. Or, après l'échec historique du combat des sidérurgistes, les luttes s'amenuisent. La manif de rue et l'affrontement inéluctable avec les forces de répression, ça peut devenir aussi un espèce d'enfermement. À un moment donné, il faut abandonner le côté systématique des affrontements de rue. Tout ne se passe pas là, la vie sociale des gens se passe ailleurs. C'est pas comme ça qu'on va construire. L'apogée du mouvement marque donc aussi le début de son déclin. L'élection de François Mitterrand donne l'estocade. Quelques dizaines de militants choisissent le chemin de la lutte armée au sein d'Action Directe, tandis que le mouvement autonome se désagrège quasiment. À partir de 81, il y a eu beaucoup de ces autonomes qui étaient, quelques années avant, en train peut-être de jeter des pavés comme en mai 68 sur les CRS, rejoindre le système réformiste. Moi, j'étais persuadé qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, le mouvement social allait reculer. Hein, le Parti communiste, la CGT allaient retenir leurs troupes, ils étaient dans le gouvernement. On passait pour des fous quand on disait qu'il fallait lutter, on nous disait mais la gauche est au pouvoir, donc l'illusion. Je ne savais pas où le monde allait, dans quelle direction allait la société française, et on n'avait plus les repères des années 70 ils ne fonctionnaient plus. On peut parler d'une véritable rupture avec la période précédente. Même si toutes les luttes sociales n'avaient pas une finalité révolutionnaire, depuis mai 68, elles convergeaient vers l'idée d'un changement de société. À partir de 1981, ces espoirs s'étiolent. On parle désormais bien plus de mouvances autonomes que de mouvements. Les quelques forces vives qui demeurent vont se concentrer sur des luttes éparses. Les précaires, les squats, les mal logés, les sans-papiers, les prisons, le mouvement étudiant, le féminisme radical. Voici donc quelques exemples significatifs de cette nouvelle page de l'histoire de l'autonomie des luttes. Si aujourd'hui le logement est devenu un axe de campagne de la gauche, longtemps ce problème n'est porté par nul parti politique. L'occupation des logements vides a toujours été pratiquée par les autonomes. À l'aube des années 80, débutent de gros chantiers de restructuration urbaine dans les quartiers populaires de Paris. Le mouvement radical des squatteurs du 20e arrondissement cohabite avec plus ou moins de bonheur avec sa population pauvre. Chaque immeuble squatté retarde l'expulsion des habitants légaux, promis à être relogés de plus en plus loin de la capitale. Alors là, il ne reste rien, absolument rien. À l'époque, c'était vraiment le 20e typique, un quartier populaire de Paris, des petites maisons. Là, on a fait table rase, quoi. C'est totalement incroyable. Avant, ici, c'était des immeubles en destruction. Un gros squat qui était pour le vilain. Donc il y avait des squats dans la rue des Couronnes. Et il y avait d'autres squats rue des Cascades, dans les autres rues autour. Après 80, l'espace militant, il s'était beaucoup restreint. Donc les squats, ils apparaissent un peu comme des citadelles assiégées. Il y avait une interpénétration entre la dimension besoin quotidien, besoin matériel et
des choix politiques, ou en tout cas une culture politique. Créer des bulles en dehors du capitalisme, ou le plus possible en dehors du capitalisme. Des espaces de socialité, de sociabilité, dans une ville où l'individu était de plus en plus isolé. Les gens vont s'organiser et ainsi pouvoir développer des activités, un café autogéré, un petit restaurant autogéré, et puis des parutions, des tracts. Ça, par exemple, c'était le journal des occupants, des squatteurs du 20e. Ça, c'était sur le mouvement des occupants rénovateurs du 19e. L'expérience des occupants rénovateurs consiste à tisser des liens en devenant des acteurs sociaux des quartiers. Cette pratique rompt avec une radicalité jugée trop loin des réalités concrètes de la population. Et ben voilà, c'est là. C'était le squat où j'ai habité un peu plus de 2 ans. On a eu donc 6 squats sur un même arrondissement. C'était un groupe informel de copinage plus qu'autre chose. On voulait aussi se battre pour défendre à la fois donc, la possibilité d'habiter cette ville avec des revenus très limités, créer un peu des ponts avec des réalités sociales du quartier, avec les enfants, avec les parents d'élèves, avec les locataires, avec des gens qui avaient des problèmes de logement. On avait fait des permanences juridiques, on avait fait des théâtres, des ateliers vélo. Ce qui a fait la grosse défaite par exemple, du mouvement squat à Paris, c'est la restructuration, c'est d'avoir perdu sur le terrain de la restructuration. C'est que réellement, ils ont restructuré et rasé les quartiers. Au milieu des années 80, les maigres forces issues de l'autonomie entreprennent un travail militant auprès des habitants des quartiers populaires, qui travaillent à Paris, mais qui ont de plus en plus de mal à s'y loger. Entre 1986 et 1990, 500 familles, en majorité immigrées, sont adhérentes du comité des mal-logés. Ensemble, ils ouvrent des logements vides, le plus souvent des HLM, et s'y installent. Voilà. C'était là, ce bâtiment qui fait l'angle, qui fait tout le bout de la rue, cette rue, et qui donne sur la place de la Réunion. On avait ouvert la maison, les premiers occupants sont arrivés. Le comité des mal-logés faisait des réunions pour investir d'autres immeubles à Paris, avec des fois 150 personnes, 120, 80. On applique des principes communistes. On applique les principes de la société future dans laquelle on veut vivre. C'est-à-dire la démocratie directe, les décisions en assemblée générale. On est tous à égalité et on décide tous ensemble de ce qu'on doit faire. Lorsque les occupants des immeubles ouverts par le comité sont expulsés en 1990, les familles campent durant 6 mois sur la place de la Réunion, dans le 20e arrondissement. On a forcé le premier cordon de CRS à 200. Et on est rentré à l'intérieur de ce square. On a tenu 1 heure, 2 heures, les flics ont essayé de rentrer, on les repoussait à coups de bâton. Et au bout quand même de quelques temps, les flics se sont trouvés eux-mêmes encerclés par le quartier. C'était assez impressionnant. Et de toutes les rues arrivaient des centaines de personnes. Et c'était un peu inédit de se retrouver dans une lutte où on travaillait conjointement avec des militants du quartier. Et après seulement que les orientations ont divergé entre des gens qui allaient faire le DAL et ce groupe comité des mal-logés qui était sur des positions plus lutte de classe. En face de nous, il y a l'État qui fait des promesses via la partie la plus molle des gens qui participent à la lutte, qui eux ont déjà commencé à magouiller, à négocier avec l'État dans le dos du comité. Quand la proposition de l'État de reloger une partie des gens au détriment des autres, les propositions de division ont été apportées, ça a créé une fracture à l'intérieur du comité, c'est-à-dire que majoritairement, les gens se sont repliés sur le chacun pour soi, poussés et encouragés par les organisations politiques de gauche, ce qui est leur rôle, je ne leur reproche pas, c'est leur métier. Mais nous, à la limite, c'est notre faute, on a été assez naïfs pour croire, pour ne pas savoir qu'ils allaient le faire. La dynamique enclenchée par le comité mal logé, excusez sa force, est morte sur la place. Depuis les années 70, les chômeurs et les précaires ont toujours été au centre des préoccupations des autonomes. Dans les années 80, des anciens du groupe Camarades se rapprochent de militants chrétiens et de l'aile gauche de la CFDT. En
1985, un mouvement national voit le jour et se bat de nouveau sur la revendication du revenu garanti. Ce qui était important, ce n'était pas les 2 ou 3 millions de chômeurs, c'était qu'il y avait 8 ou 10 millions de personnes qui passaient tous les ans par le chômage et par l'emploi, etc. Face à cette précarité, il fallait répondre en exigeant un revenu garanti égal au SMIC. Parce que c'était ça qui était essentiel. Il ne fallait pas que le revenu garanti soit un revenu de la misère. Ils ont fait voter un revenu minimum d'insertion, et c'est en ce sens-là on peut dire que ça a été un échec. Le RMI, qui n'a pas été ce qu'on voulait, était quand même une réponse de l'État à ce mouvement-là. 10 ans après le RMI, créé en 1988, le chômage et la précarité se sont durablement inscrits comme des statuts sociaux courants. L'association AC, Agir ensemble contre le chômage, fondée par des syndicalistes et des associatifs, est rejointe par un ancien autonome et une nouvelle génération de militants. Ils y portent une nouvelle fois la revendication du revenu garanti et généralisent les méthodes offensives. Des occupations d'antennes acédiques au pillage de magasins. Un nouveau mouvement des chômeurs et des précaires émerge en 1997, obtient la prime de Noël, mais toujours pas le salaire garanti. Ici et maintenant, dans ce supermarché, nous arrêtons le flux de marchandises à temps. D'autres ont d'ailleurs eu la même idée et se sont organisés pour se réapproprier ces richesses. À Rennes la semaine dernière, à Grenoble il y a 4 jours. Des assemblées en révolte organisent des autoréductions dans les supermarchés. Les modes de production modernes font que de plus en plus le travail devient intermittent. Il y a des besoins de main-d'œuvre qui sont beaucoup plus temporaires. Donc l'idée a toujours été pensée en fonction de l'évolution des normes d'emploi et de rémunération de l'emploi, essayer de trouver des contre-modèles un peu efficaces, de réclamer que les périodes de chômage soient indemnisées et avec la perspective de les étendre à tous les types d'employés discontinus. Actuellement, il y a une tendance forte à vouloir traiter les allocataires ou les chômeurs de parasites, fraudeurs, assistés, et essayer de casser toute solidarité avec le reste de la population, notamment salariés. D'autres éléments du mouvement des chômeurs considèrent qu'il n'y a rien à attendre de l'État et qu'il faut abolir salaires, marchandises et services payants. Ils tiennent une assemblée générale quotidienne à l'université parisienne de Jussieu. Chaque jour, s'organisent des déambulations de groupes d'une trentaine de personnes à travers la ville, s'invitant dans les restaurants d'entreprise, occupant des locaux de services publics, saccageant des bureaux d'huissiers et des agences d'intérim. Des initiatives similaires sont prises un peu partout en France. Les gens qui vont créer l'AG de Jussieu ont clairement un discours beaucoup plus radical et surtout des pratiques beaucoup plus ludiques. Des pillages de supermarchés, qu'il y a eu le pillage de cash converters. Là, j'avais vraiment l'impression qu'on commençait concrètement à redistribuer les richesses. Étendons son pratique, organisons-nous. C'est la crise, nous ne paierons pas. C'est la crise, nous ne paierons pas. C'est la crise, nous ne paierons pas. Face à des gens qui nous ressemblent parce que ce sont des simples employés, des simples travailleurs, de dire voilà, nous on paye pas et pourquoi on paierait et qu'est-ce qu'on a à foutre, ça te regarde pas, c'est pas ton argent, on paye pas. Et ça marchait très très bien. Si le mouvement issu de l'immigration et des banlieues ne fait pas partie à proprement parler de la mouvance autonome, il s'inscrit bel et bien dans l'histoire de l'autonomie des luttes. Au début des années 80, les inégalités sociales continuent de frapper en tout premier lieu les immigrés. Et chez les enfants, une nouvelle conscience apparaît. Ayant grandi en France, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont cantonnés dans de véritables ghettos, comme à Nanterre, où foisonnent les bidonvilles jusqu'en 1972 et les cités de transit jusqu'en 1985. Il y avait une grande partie du bidonville tout le long de la Seine, là. Et là, un peu plus haut sur la gauche. Et puis plus bas où j'ai grandi, voilà. Avant de déménager à la cité transit Gutenberg. Tout ce qu'on a pu vivre dans ces bidonvilles, sans eau, sans électricité, avec un froid qui était très dur. Il n'y avait pas de chauffage. Les premières cités transit, les 3/4 c'était de l'amiante. En principe, elles auraient dû durer 2 à 3 ans. Il y a des familles qui ont habité dans des cités d'urgence pendant presque 40 ans. Quand ça a été totalement rénové et refait, il ne reste pas beaucoup de traces de la mémoire des gens qui ont vécu ici.
C'est la banalisation des crimes racistes et des conditions de vie déplorables qui vont impulser un ras-le-bol de plus en plus palpable. Les enfants d'immigrés ont de moins en moins l'intention de se taire et n'entendent pas laisser les petits blancs des classes moyennes parler en leur nom. Octobre 82, Abdel Bighemia est rentré chez lui avec un autre copain. Et il y a eu un coup de feu qui l'a atteint une artère principale. À l'époque, il était fréquent d'assassiner des enfants d'immigrés ou des immigrés tout court, sans qu'il y ait rien à craindre. On a réagi de manière très spectaculaire, en brûlant des grands magasins ou d'autres choses qui attirent l'attention. On s'est mobilisé, on a monté un comité qui était composé d'habitants de la cité. On a bataillé pour pouvoir accéder à des logements décents. Et cet événement y a contribué aussi. On a arrêté de payer le loyer jusqu'à la démolition. En 83, dans les salles qui sont à l'intérieur qu'on va voir, ben c'est de là d'où on organisait l'accueil et les réunions qu'il y avait en banlieue concernant la marche pour l'égalité. À l'origine de la marche pour l'égalité et contre le racisme, des jeunes de la banlieue lyonnaise entendent contester la violence des interventions policières et les condamnations toujours plus lourdes pour les enfants d'immigrés. Cette marche part de Marseille et rassemble des dizaines de milliers de personnes à Paris. Elle bénéficie du large soutien de différents réseaux militants et associatifs traditionnels. Mais les médias, qui la rebaptisent Marche des Beurs, en occultent souvent les revendications politiques. Le droit de vote pour les immigrés, l'égalité sociale et de traitement. Devant l'ampleur du phénomène, le gouvernement socialiste préfère créer un contre-feu. C'est pas dans le métro parisien où quelqu'un assiste à une scène de racisme qui se dit « Ah, on va monter SOS Racisme ». C'était une création pure du Parti Socialiste. Voilà. S'il ne donne pas le droit de vote, je ne vois pas ce qu'on va aller faire avec lui. Ils ont tout fait pour nous détruire, quoi. SOS, leur spécialité, c'était conférence de presse, cocktail. Voilà, un petit concert, quoi. Mais nous, voilà, on peut danser une fois, pas tout le temps, quoi. Les restructurations et les licenciements peuvent se poursuivre, et l'étau continuer de se resserrer sur les classes populaires. En 1986, lors du mouvement étudiant et lycéen contre le projet de loi Devaquet, qui prévoit une réforme des universités, un LEP, lycée d'enseignement professionnel parisien, devient le symbole du fossé qui se creuse entre milieux sociaux. La rencontre entre ces jeunes des quartiers populaires et le mouvement étudiant, dans l'ensemble issu des classes moyennes, ne se fait pas. Les étudiants ont comment dirais-je, voulu nous diriger, c'est vraiment ça, et nous exploiter dans un sens pour faire plus de peuple dans la manifestation. À chaque fois, dès qu'il y avait une manif ou n'importe quoi, les étudiants nous plaçaient à l'arrière. La première semaine de manifestation, oui, venez avec nous. La deuxième semaine, mais pourquoi est-ce que vous êtes avec nous? Je me suis engueulé avec tout le monde, j'ai failli me battre. Et puis bon, à la fin, avec des coups de poing, j'ai réussi à parler. Et puis bon, ça a été écouté pendant 2-3 minutes, pendant même pas 2-3 minutes, 1 minute. Et puis bon, c'était comme si c'était rentré dans une oreille sorti de l'autre, quoi. Des secteurs entiers, des humains qui composent la société, ça s'appelle, qui sont la classe ouvrière, qui existent et qui n'apparaissent jamais nulle part. C'est vraiment la fraction des classes moyennes et de la petite bourgeoisie qui affiche son mépris total des prolos, quoi. Étudiants, hier nous étions dans la rue avec vous, mais autant vous le dire tout de suite, la réforme de paquets, on s'en fout. Pour nous, la sélection a déjà joué. L'université nous est fermée et nos CAP, nos BEP nous mènent tout droit à l'usine après un petit tour à la NPE. Pour nous, la critique de la loi Devaquet est inutile. Nous critiquons l'université, nous critiquons les étudiants, nous critiquons l'école, nous critiquons le travail. L'école nous donne les mauvaises places, l'université nous donne les places médiocres, ensemble critiquons-les. Mais ne nous dites pas il faudra toujours des balayeurs, des ouvriers, ou alors allez-y les gars, ces places-là on vous les abandonne de bon cœur, vous gênez pas. On n'est pas plus bête que vous, on n'ira pas à l'usine. Et aujourd'hui, dans les quartiers, on dit qu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de machin militant, tout ça. Mais à l'époque, quand il y en avait, on a tout fait pour les détruire. Dans les quartiers populaires, l'anéantissement d'une conscience sociale structurée a sans aucun doute mené à la catastrophe qu'on connaît désormais. Irruption de violence sans revendication et obsession de l'accumulation des objets de consommation et des signes extérieurs de richesse. La décomposition du système social est telle dans certaines zones que tu as une frange de la population
que tu n'arrives plus à rattacher culturellement, parce qu'elle a été mise dans cette situation de décrochage culturel. Il faut arriver à transmettre quelque chose et arriver à faire en sorte qu'elle s'auto-organise et qu'elle reprenne son destin en main. Tu ne peux pas à la fois dire il faut de l'autonomie, et il faut que les étudiants de l'extérieur, ils apportent l'autonomie. Ça ne marche pas. On a très vite vu que le phénomène de la révolte des banlieues, il n'aboutirait pas à quelque chose de structurable politiquement. Et on avait fait un calcul qui aujourd'hui me paraît comme bêtement mathématique. Précaire, plus jeunes des banlieues, plus rage, plus révolte sociale, égale ce qu'on cherche à construire. C'était un mouvement radical, de remise en cause radicale du monde. Les deux seules forces qui ont profité de ce marasme et de la démission de la gauche sont le Front National et l'islamisme. Les étudiants ont toujours représenté les forces vives de la mouvance autonome. D'où la permanence de sa présence lors des mouvements qui secouent l'université. En 2006, le projet de loi du CPE, le contrat première embauche, déclenche l'opposition d'un mouvement étudiant d'ampleur. Occupation, blocage des cours, affrontements violents avec la police. Là où la dynamique de la mouvance n'a cessé de s'amoindrir depuis les années 80, une multiplication des pratiques radicales semble témoigner d'une résurgence. Et après rien, c'est ça toujours le problème. Et après rien. Il peut se passer des choses où il y a des niveaux de tension, des niveaux d'affrontement, même de réflexion chez les gens, de remise en cause, etc. Et après, ça retombe comme un soufflet. Pour qu'un mouvement dure, il ne suffit pas que le mouvement soit radical, il faut que le mouvement se massifie. Et en général, il faut bien reconnaître que quand un mouvement se radicalise, malheureusement, il perd toujours en massification. La limite de ce mouvement, c'est qu'on n'a pas vraiment réussi à faire le lien avec les luttes de travailleurs. Les autonomes, en fait, ont toujours été dans une idée plutôt de fuite du monde du travail. Moi, ma perspective, c'est que l'auto-organisation des gens sur un sectoriel explose pour poser des questions générales. Une assemblée générale ouverte à tout le monde, c'est ce genre de truc qu'il faut faire. Hier, diverses franges de la jeunesse évoluaient au sein de la mouvance. Elle tend aujourd'hui à devenir homogène. Elle se compose de plus en plus d'étudiants, notamment de ceux qui se sont radicalisés durant le mouvement anti-CPE. Elle refuse désormais presque systématiquement d'être étiquetée ou affiliée à un quelconque héritage, malgré la répétition de pratiques similaires. Ici, on est au 18 rue Saint-Ambroise. Le local de la revue Tikkun, c'est quelque chose qu'on peut rattacher à ce qu'on a appelé dans les années 70 l'autonomie désirante, qui n'est pas un discours qui résonne en termes de lutte de classe, mais plutôt en termes existentiels. Il y a l'idée de s'appuyer sur les désirs des individus pour faire la révolution. Donc c'est assez logique en fin de compte que ce soit prioritairement principalement des étudiants qui se sont reconnus dans ce discours. Dans la suite de Tikkun, il y a un petit bouquin qui est sorti qui s'appelait L'Appel. C'était surtout un appel pour créer des communautés. Donc effectivement, on peut l'interpréter comme un appel à créer des communautés rurales. À l'issue du mouvement anti-CPE, de nombreux militants ont quitté la région parisienne pour s'installer dans des zones rurales. Ils tentent d'y mettre en pratique leurs idéaux en s'insérant parfois dans le tissu social. Dans le même temps, quelques petits attentats à l'engin incendiaire attirent de nouveau l'attention des renseignements généraux et des conseillers en sécurité de l'Élysée. Des militants issus de la revue Tikkun, soupçonnés d'être les auteurs de l'ouvrage collectif « L'insurrection qui vient », font l'objet de surveillance. Installés en Corrèze, dans le village de Tarnac, ils y ouvrent une épicerie-restaurant. Promis à être fondu et minoré au sein d'une nouvelle structure, la tête des renseignements généraux cherche à maintenir son influence en frappant un gros coup. C'est ainsi qu'on a fabriqué une affaire de Tarnac. Ce noyau dur avait conçu, dans la création d'une structure qu'ils appelaient la cellule invisible, et qui avait pour objet la lutte armée, qui ont commis un certain nombre d'actions en France et à l'étranger, qui se caractérisent toutes par la violence
de leur participation à un certain nombre d'événements. Dès mon arrivée au ministère et déjà un peu avant, j'avais alerté sur le risque de la montée d'une mouvance radicale d'extrême gauche et sur tous ses dangers. La ministre de l'Intérieur fait du marketing politique, c'est-à-dire qu'elle vend le groupe de Tarnac comme une structure à l'œuvre, liée à un terrorisme international. Pour moi, il n'y a pas d'affaire de Tarnac, c'est un montage. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on reproche aux gens de Tarnac? C'est d'avoir empêché des caténaires de lignes de TGV de fonctionner. On est bien loin d'une structure terroriste. Si tant est que ce soit eux, bloquer des TGV, c'est du simple sabotage. La mouvance perpétue son existence, souvent visible pour qui veut la voir, parfois souterraine. Elle mène toujours des luttes que la gauche a désertées depuis bien longtemps, se contente souvent de répéter les mêmes pratiques minoritaires, mais réussit à certains moments à les amplifier. Le squat des tanneries à Dijon, qui a finalement obtenu un bail précaire de la ville, s'inscrit dans cette continuité. Ça, c'est le hangar principal d'activité. Il y a cette zone de gratuité. C'est un espace où les gens peuvent déposer ou prendre ce qu'ils veulent. Alors, vu qu'il y a beaucoup de migrants à Dijon et qu'on s'organise en partie avec eux, ça sert plutôt pas mal aux migrants. On peut poursuivre la visite. C'est une table de presse alternative et indépendante. Des brochures politiques sur différents sujets qui retracent certaines luttes. Ça, c'est la salle de réunion pour différents collectifs. À partir du moment où les gens ne touchent pas de subventions, ou ne sont pas liés à un parti politique ou un syndicat, etc., a priori, on dit oui. Ici, c'est la bibliothèque. Chaque mercredi, il y a une personne qui présente un bouquin et qui ouvre une discussion sur ce bouquin. Et après, il y a un repas collectif et un film. La salle informatique, avec Internet gratuit, etc. Les migrants qui habitent dans le quartier, ils viennent là très souvent pour utiliser Internet ou pour imprimer des papiers administratifs, etc. Et ici, c'est la cuisine collective. Tous les ans, on organise un chantier collectif qui est ouvert et public pour construire les espaces d'activité qu'il y a ici. Souvent, on est une bonne cinquantaine. Les gens qui habitent ici, c'est pas par nécessité, c'est par choix politique et par choix de vivre ensemble et de s'organiser autour d'un lieu et autour d'une activité sociale et politique. La gratuité et le prix libre, c'est effectivement les principes de base du lieu. Il n'y a pas de commerce ici, quoi. Voilà, chacun peut rentrer ici, quoi. T'as pas besoin d'argent pour venir ici, t'as pas besoin d'argent pour avoir un accès à une culture. Le manque d'investissement, les gens qui prennent trop de place, la déresponsabilisation, tout ça, c'est des phénomènes qui traversent tout groupe qui tente de s'organiser de manière horizontale. C'est très bien d'être anarchiste, d'être libertaire, d'être communiste sur le papier et tout. Mais alors, la mise en pratique a été parfois difficile. Laborieuse, longue, difficile. Il y a plein de gens qui ont abandonné. On était sous le coup d'expulsion permanente pendant des années. On a eu une convention d'occupation précaire il y a 11 ans, qui a été renouvelée à différentes reprises, parfois sans trop de grabuge, parfois avec des manifs dans la rue, etc. La question du compromis et du squat légal, en fait, c'est inédit en France. Un des dangers de ce genre de négociation, c'est de faire un peu copain-copain, quoi. Je crois qu'a priori, il n'y a vraiment pas de risque. Malgré qu'on soit en négociation avec eux, on n'a jamais mis un frein sur aucune de nos revendications de soutien aux sans-papiers, par exemple. Ça les hérisse. Depuis 3 ans, à côté des tanneries, il y a des projets de potager collectif qui se sont montés, quoi. Vu que nous, on trouve ça cool, on est allé s'y impliquer. Là-bas, on peut aller voir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de jardin et qui viennent ici pour apprendre. On échange entre ceux qui savent jardiner, ceux qui savent construire, ceux qui savent souder, ceux qui savent écrire, ceux qui parlent bien. Jusqu'en 2000, il y avait des maraîchers et fermiers qui travaillaient sur ces terres. Les maraîchers sont partis, et donc c'est resté en friche pendant 10 ans à peu près, 9-10 ans. Des gens des tanneries, des amis, puis un groupe de réflexion. Ils étaient une centaine à peu près et ils ont défriché cette partie.
avant qu'il y ait d'autres dynamiques qui se créent, notamment des maraîchers sans terre. Ils arrivent à se nourrir, à donner aux copains, aux différents squats qui sont sur la friche et même à distribuer à prix libre en saison. Vu qu'on a déjà essayé d'avoir un rendez-vous avec le maire et que ça n'a pas abouti, on occupera jusqu'au dernier possible. Forcément, on organisera une résistance avec appel et soutien de plein d'autres gens si un rapport de force plus présent, plus physique s'impose. La lutte, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Le grand avantage, en tout cas en ce qui me concerne moi, c'est l'ouverture que ça donne sur justement toutes les réflexions politiques. La friche totale, c'est à peu près 5-6 hectares. Et là, cette maison qu'on voit au loin, là, c'est des copains aussi qui squattent. C'était l'ancienne maison des maraîchers qui a été rachetée par la mairie. C'est notre petite ZAD dijonnaise. Si le squat des tanneries a su imposer un rapport de force et négocier sa pérennisation, les enjeux sont autrement plus importants sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où nul ne sait ce qui va désormais se passer. En attendant que l'État agisse de nouveau, la collectivisation des terres se poursuit. Prendre le problème à la racine, en refusant le système financier, en refusant le salariat qui nous oblige à aller travailler et produire dans une direction qu'on n'a pas choisie nous et qui nous déresponsabilise. D'abord, détruire le système dont on ne veut plus, par le sabotage, par l'occupation des terrains, le développement de nouveaux projets. J'ai dit non, j'ai dit stop, ça suffit de vivre dans un système, dans une société de consommation où en fait on sera toujours victime, vu que c'est pas nous qui avons les cartes en main. Du coup, les gens ils arrêtent pas de se manger les uns les autres pour avoir la moindre miette, alors qu'ici on se partage tout. La deuxième démarche absolument nécessaire à faire, c'est de proposer une alternative et donc de créer un autre monde. Un nouveau rapport les uns avec les autres, une nouvelle économie. On a lancé un appel qu'on appelle Semtazad à tous ceux qui ont des projets agricoles de venir occuper et cultiver la ZAD. Il faut trouver un système viable, qui soit pas le système de dehors, mais c'est dur à trouver. Déborder les mouvements sociaux et réaliser des contre-mondes semblent les pratiques essentielles de la mouvance. Mais la persistance de la crise devrait multiplier les exclus de la production et de la consommation. La défiance vis-à-vis des politiques, qui ne manquera pas de s'étendre, pourrait augmenter les rangs de ceux qui croient à l'autonomie des luttes. Peut-être alors que faire de la politique et vivre autrement, affirmer sa colère de manière violente, lutter, ici et maintenant, ne sera plus réservé à une poignée de contestataires.